À 20 km des rives de la Méditerranée, Arles, l'un des plus grands ports de l'Antiquité romaine. Septembre 2007, en face du centre historique, dans le lit du Rhône, des vestiges extraordinaires sont mis au jour. L'une des plus importantes découvertes de ces 50 dernières années en France. On la doit à Luc Long, archéologue, et à son équipe. Ils appartiennent au DRASM, l'organisme public spécialisé dans les fouilles sous-marines. Par 10 mètres de fond et sans aucune visibilité, les plongeurs vont avoir une magnifique surprise. Une vingtaine d'objets sculptés. La plupart sont en marbre. Des visages que le limon du fleuve a parfaitement conservés. Ils ont près de 2000 ans. Parmi eux, un visage reconnaissable entre tous. Jules César, tel qu'il était vraiment de son vivant. Une pièce d'une valeur exceptionnelle. Il y a quelques jours, la statue a été remontée et mise en sécurité sur ce bateau qui sert de base à la mission. Émilien, je peux te la passer là? Tu vas prendre délicatement, tu vas la caser. Après tu la cales. Sur la berge? Non, pour l'instant, mais là sur l'arrière, là. L'équipe comprend une vingtaine de plongeurs archéologues. Chacun d'entre eux passe près de 6 heures dans le Rhône tous les jours. Tous les objets découverts sont stockés ici, dans le plus grand secret, à l'arrière du bateau. Une semaine après le début des fouilles, la cabine du fond est déjà pleine de trésors. Des marbres antiques, entiers ou en fragments. Et surtout, le portrait de Jules César. Pour Luc, une pièce d'une valeur historique inestimable. Ce qui est intéressant, c'est que loin des représentations divinisées de César, on a affaire ici à un portrait très expressif d'un homme âgé. Et il y a toutes les chances que ce portrait ait été fait de son vivant. Peut-être d'ailleurs au moment où il a fondé, tout simplement, où il a créé cette ville d'Arles et qu'il en a fait une ville romaine. En 46 avant Jésus-Christ, Jules César fonde la colonie romaine d'Arles. La ville se dote alors d'un forum, d'arènes, de remparts. Arles est aujourd'hui la ville de France la plus riche en matière d'antiquité romaine. L'ensemble est classé au patrimoine mondial. Retour sur le bateau des archéologues. Les heures qui viennent vont être cruciales. Cette tête-là, en marbre aussi, c'est visiblement un dieu barbu, moustachu. Il s'agit soit de Jupiter, soit de Neptune. Et les éléments de fracture ici, relativement frais, laissent penser, par rapport aux autres éléments de sculpture qu'on a retrouvés, qu'il y a peut-être la suite de cet élément dans l'eau. C'est ce qu'on est en tout cas en train de rechercher. Quelques heures plus tôt, l'équipe a repéré un corps en marbre. Christelle, qui s'occupe des images sous-marines au sein de la mission, va tout d'abord le filmer et le photographier. Il se trouve à une vingtaine de mètres de la rive, au milieu de toutes sortes de déchets jetés dans le fleuve. Le corps mesure 1,20 m. Il est en marbre blanc. La forme des cassures au niveau du dos n'est pas sans rappeler la tête que nous venons de voir. Sa position exacte est enregistrée avant sa remontée en surface. Bon. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Le moment le plus critique, ça sera celui-ci. C'est quand on va hisser l'échelle. D'abord, je dirais, comme ça, si le quai est dans ce sens-là. Donc l'échelle, on va la hisser comme ça. Et après, on la fait pivoter. Et on la pose sur le quai.
Et là, lorsqu'on sera là, on aura passé le cap le plus difficile. Attention de ne pas arracher toutes les mousses lorsque ça va riper contre le quai. Là, c'est le moment, ça sera un moment qu'il faudra pas traîner, quoi. Ça va demander beaucoup de concentration, beaucoup d'énergie. Et ça devrait être une belle fête après. Ce soir, toute l'équipe est mobilisée. 4 plongeurs pour assurer la sécurité de la statue lors de sa remontée. Scratché, ok. Étanchéité complète. Parfait. Et autant sur le quai pour la recevoir. 22h, début de la mission de sauvetage. L'opération se passe de nuit parce que on essaie de garder la plus grande confidentialité sur cette opération. Et sachant aussi qu'on est effectivement surveillé, épié par des pirates. Et donc on a tout intérêt à sortir les plus beaux objets à l'abri de tout regard pour éviter de, je dirais, développer les convoitises, quoi. Visibilité dans le Rhône, 30 cm. Deux ballons gonflés d'air, on parle de parachute dans le domaine de la plongée sous-marine, sont fixés aux extrémités du berceau. Cela va permettre à la statue de faire surface. Le buste décolle du lit du fleuve. Un moment critique. Le courant pourrait le déstabiliser ou l'emporter et les plongeurs en perdraient alors le contrôle. Le courant particulièrement fort dans le Rhône les entraîne un instant avec leur trésor. Un moment d'inquiétude pour Luc, mais très vite, l'équipe parvient à rejoindre la berge. Ça y est, il se rapproche, ouais. Une dernière étape, encore plus délicate. On se repositionne là, les gars? Hisser le corps sur le quai. Attendez, hein. Ouais, on le tient, Attention les doigts, Jean-Luc. Jean-Luc, les doigts, Jean-Luc. Attendez. Ok, on peut poser. Vers moi, voilà, poser. Voilà. Poser. Pose doucement. Sur les doigts. La statue est sauvée. Voilà, il faut enlever les ballons. Elle nous parvient sans une égratignure. Vous nous dites quand vous y êtes, c'est bon? Le bateau se trouve à quelques dizaines de mètres. Ça va toi? C'est bon pour vous? Attention là. C'est bon, Jean-Max. Oh. Les archéologues sont satisfaits, rassurés que la statue n'ait subi aucun dommage. Mais il reste encore une interrogation. Alors, c'est l'instant de vérité. Cette tête, découverte quelques jours plus tôt, va-t-elle trouver sa place sur le corps? Un moment de doute. Alors? Non. Attends, pas complètement sûr. Pas sûr à 100%. C'est pas sûr à 100%. Si, en fait. Si, ça colle. Si. Ça colle complet. Ça De colle. côté, là, Ça colle, ouais. Ouais, En fait, c'est un morceau d'épaule qui manque. De toute façon, tu peux comparer Tu l'as les barres. mis? Il faut qu'on la recolle dessus. Pour Luc et pour toute son équipe, c'est une grande victoire. C'est Jupiter, je pense. Parce que c'est un corps d'Apollon, mais c'est un barbu. Ou un Neptune, en effet. Neptune ou Jupiter, un des deux. C'est sûr. Le problème, c'est qu'il n'a pas d'attribut. S'il avait un trident ou s'il avait la foudre ou un aigle, on pourrait dire c'est l'un ou l'autre, sûr. Tant qu'on n'a pas trouvé un attribut, on ne peut pas le déterminer vraiment définitivement. Quelle époque? Premier ou plus tard. On a vraiment Les pupilles ne sont pas incisées. Et en plus, l'expiration, elle est L'inspiration est plutôt tellement hellénistique. hellénistique. Ouais, hellénistique. C'est superbe. Luc et son ami Eric, professeur d'histoire de l'art, s'interrogent. Jupiter, Neptune, c'est un dieu, mais ils ignorent encore lequel.
Fin de la mission de sauvetage de la statue et début de l'enquête pour découvrir son identité. Trois jours plus tard, Luc et Eric ont trouvé la solution. Bon, Eric, j'amène le morceau là, avec les rosses. Grâce à un autre fragment découvert quelques jours plus tôt et qui correspond à la cuisse de la statue. C'est une découverte que vous avez faite. Ouais, c'est Eric hier, là, on était en train de parler de genoux de notre Jupiter. Et en fait, on s'est rendu compte que ça colle, mais alors, pile poil, voilà. Bon, il manque un petit éclat, mais ça y est, on a retrouvé la cuisse de Jupiter. Et le problème, c'est que c'est pas Jupiter. Et que c'est pas Jupiter. Parce que du coup, En le retournant, qu'est-ce qu'on a? Ce qu'on avait déjà remarqué d'ailleurs. Ouf. C'est que, aïe, on a un Eros qui chevauche un dauphin. Et conclusion. Sa conclusion, c'est le frère de Jupiter, c'est Neptune. C'est Neptune. C'est le Neptune qui trouve sa place Au bord du Rhône. tout logiquement au bord du Rhône. Dans ce contexte C'est le de top du marin et de bateau. On est les plus forts. Ça. Luc n'a plus qu'une idée en tête. Trouver les éléments manquants pour compléter la statue. Le jour même, les plongeurs lui signalent un fragment qui pourrait appartenir au Neptune. Il part aussitôt à sa rencontre. Les deux pieds d'une statue en marbre blanc. C'est bon signe. Autre bonne nouvelle, le piédestal est inscrit. Et pour les archéologues, ces inscriptions sont inestimables. Sur place, en situation, Luc collecte toutes les informations avant la remontée en surface. Décollez-le. Sur le pied. Sur les pieds. Ben voilà. Attention. Doucement, doucement. Oh, doucement, doucement. Attention les doigts, Luc. Allez, on va pousser à 3. Ouais, c'est bon. C'est bon. Ben voilà. 2 et 3. Ah, Luc va aussitôt tenter de le reconstituer. piédestal. On va mettre... Oh, attendez. Ne basculez pas. Un marbre antique, presque entier, c'était inespéré. Les fragments collent. Une petite épaisseur. Petite épaisseur, j'ai juste... C'est un nouveau pari réussi pour les archéologues. C'est une pièce de musée que Luc et Eric vont pouvoir dater avec précision. Elle est en effet dédicacée à 3 Augustes, l'empereur Septime Sévère et ses 2 fils. La confrérie des... Alors, Niminibus CEI, hein. Ouais, C'est finalement. donc à la majesté sacrée, Voilà, à la majesté divine. de nos 3 empereurs Auguste, Og GG. NN, donc de nos Donc 3. là, avec ça, grâce au calque, on le Ça. savait, c'est nos 3 empereurs. L'inscription est du 3e au 3e, 3 empereurs. C'est Septime Sévère, Caracalla, l'État. Absolument. Et donc, on est dans une année précise. On est en 210. Et là, c'est aussi rarissime de pouvoir dater quelque chose à l'année près, quoi. Ouais. Et alors c'est attends, unique. 210, début 3e, la statue n'a pas trop souffert, elle n'est pas usée, elle a été cassée lorsqu'elle est tombée à l'eau. 40 ans après, vers 250 ou 245, première destruction, première quartier invasion, saccagé, ouais. le quartier saccagé. On pourrait penser que ça c'est fait en 210 et qu'en 245-250, elle est saccagée. Elle est mise à l'eau. Elle est saccagée par des invasions, il y a Des des barbares, des mal barbares, identifiés, ouais. quoi. Mais bon, c'est une possibilité.
L'inscription est signée par les membres d'une corporation, celle des mariniers de la cité d'Arles. Les hommes qui régnaient sur la navigation sur le Rhône dans l'Antiquité. Attends, il faut qu'il le laisse un peu en l'air. Comment cette statue s'est-elle retrouvée au fond du fleuve? Lève-toi, Eric. Appartenait-elle, comme le pense Luc, à un quartier disparu de la ville d'Arles? Les archéologues vont bientôt en avoir la confirmation. Dans les jours qui suivent, des vestiges d'un autre type sont découverts dans le Rhône. Des éléments d'architecture qui confirment la théorie de Luc. Il y a 70 kilos. Stèles, fragments, bases de colonnes. À l'époque romaine, sur cette rive du fleuve, les constructions étaient riches et nombreuses. De la rive gauche, on connaissait le patrimoine antique. Rive droite, là où ont lieu les fouilles, jusqu'à présent, c'est presque l'inconnu. Ici, l'histoire s'écrit en direct. Ce matin, toute l'équipe est mobilisée. Au fond du fleuve, ils ont repéré une pièce monumentale. C'est un chapiteau. Première étape, le dégager en aspirant les gravats qui l'emprisonnent. Pour cela, les plongeurs disposent d'un aspirateur très puissant. Le chapiteau, un énorme bloc de calcaire, va remonter avec un parachute gonflé d'air. Une erreur de manipulation et il pourrait écraser un plongeur. C'est pourquoi Luc les rappelle en tapant sur les quais. À ce signal, ils doivent immédiatement sortir de l'eau. Étape suivante, le chapiteau est tracté par le Zodiac. Monte, monte, monte. Luc est inquiet. Du coup, le chapiteau est à combien de mètres sous la surface? Il y a 3 mètres. 3 mètres. Trop proche du lit du fleuve, le chapiteau pourrait heurter le sol et se briser. Amarre-nous, amarre-nous, amarre-nous. Ok, c'est bon, il a. Opération réussie, Attention, attention. le chapiteau est intact. C'est beau. Attention, Chris. Chris, lève-toi. Une pièce pareille appartient à un temple de grande taille. Pour l'équipe, c'est une nouvelle pièce du puzzle. Voilà, parfait. Ça, c'est bien. Bravo à vous. Oui, ça va. Ça prouve au moins que sur la rive droite, côté Trinquetaille, il y avait des édifices qui rivalisaient en majesté avec ceux de la ville en face, quoi. Parce que ça, c'est sans doute un édifice, soit une basilique, soit un temple, dont les chapiteaux culminaient à 7-8 mètres de haut. C'est quelque chose de grandiose. Jamais, jusqu'ici, on n'avait soupçonné la présence d'un grand monument sur cette rive du Rhône. Luc continue son enquête et prend la direction de Glanum, près de Saint-Rémy-de-Provence, à 30 km d'Arles. Glanum, cité antique abandonnée par ses habitants au IIIe siècle après Jésus-Christ. Luc et son ami Eric, le professeur d'histoire de l'art, veulent comparer leur découverte à ces vestiges parfaitement conservés. Ce qui les intéresse ici, par exemple, c'est un monument funéraire, le seul mausolée antique encore debout en France. Les chapiteaux sont un peu plus petits. Ouais, les feuilles d'acanthe sont ciselées un peu de la même façon. Un chapiteau corinthien comme celui découvert dans le Rhône. 6, 7, ça fait plus de 8 mètres, ça. Et dans une chapelle, au sommet de l'édifice, les familles riches exposaient les statues des défunts. À quelques mètres, Alors voilà l'arc. un arc de triomphe, caractéristique des villes romaines,
comme celui dont Luc croit avoir trouvé les vestiges dans le Rhône. On a déjà l'élévation, la majesté de cet édifice, donc, qui est composé de gros blocs avec des pilastres et puis des colonnes qui sont engagées justement, elles ne sont pas complètes. Une partie de la colonne est dans la maçonnerie, en fait, elle est incluse. Donc ce sont des colonnes qui ont été taillées. Et on a aussi des éléments de colonnes de ce type dans le fleuve. Donc on peut imaginer qu'il y avait à côté de ces mausolées, comme ici en fait, sur le bord du fleuve, des mausolées de cette taille et puis un arc avec pourquoi pas la statue de César, en fait, le fondateur de la cité, et cet arc qui sert de porte fluviale entre les deux villes, on va dire. Observer ces monuments, ici, à Glanum, va permettre de mieux comprendre les découvertes du Rhône. À partir de ces éléments, Luc va maintenant laisser libre cours à son imagination. À quoi ressemblait la cité au 1er siècle après Jésus-Christ? Retour en Arles pour une première esquisse du quartier disparu sur la rive droite du Rhône. J'essaie de remettre dans le même plan à peu près tout ce qu'on a trouvé. Ce ne sont pas forcément des choses qui vont toujours ensemble, c'est le problème. Moi, j'imaginerais bien cet arc du Rhône devant un débarcadère d'un grand bac qui faisait la jonction entre la rive droite et la ville pour justement permettre à des grands navires de traverser avec leurs passagers. Enfin, c'est une hypothèse, mais... À partir des dessins de Luc, on peut imaginer ce qui se trouvait ici même il y a 2000 ans. Le port antique d'Arles et ses hangars à bateaux, des entrepôts où les esclaves chargent et déchargent des milliers d'amphores venus de tout l'Empire romain. Un peu plus au nord, des temples et des villas construits par les grandes familles de la cité, des commerçants, des armateurs, des magistrats. Comme à Glanum, des mausolées pour les défunts les plus riches et pour les personnages importants. La jeune fille dont le buste a été découvert dans le Rhône prenait sans doute place dans une chapelle, un édicule dans le vocabulaire de l'époque. À présent, voici l'arc du Rhône, à la gauche duquel Luc imagine la statue de César, le fondateur de la ville d'Arles. L'arc du Rhône fait face au fleuve. Dans l'esprit de Luc, les Arlésiens traversent le Rhône à cet endroit. Ce matin, Luc poursuit son enquête au musée d'Arles, qui se trouve au bord du fleuve, face à la zone de fouille. Il doit retrouver la statue de Neptune. Benoît Coignard, restaurateur d'art, fait une première tentative d'assemblage. Sous le regard de Claude Sintès, le directeur du musée. Descends encore un tout petit peu. Hop, stop, 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 là on va être en appui. Cela va permettre à Luc de se faire une idée plus précise de la place et la fonction de la statue. Je découvre sa, on va dire, majesté verticale maintenant, parce que je l'avais vu coucher en morceaux. Là, il regarde le Rhône. Il regarde les bateaux qui passent. En fait, il regarde le monde qu'il gouverne, quoi. C'est ça, quoi. Je veux dire, quand on voit son regard, quand on voit où il était placé, forcément, ce qu'il regarde, c'est le fleuve. Et peut-être il regarde les bacs qu'il protège. Après, moi, je le sens comme ça. On a vraiment l'impression qu'il y a le lien entre la statue et le fleuve. Parce que ce regard-là, c'est vrai qu'il est au-dessus des hommes, en tout cas, qui sont à ses pieds. Il regarde vraiment le fleuve. Il regarde très loin. Il regarde même les bateaux qui passent, il regarde les... Dans l'esprit de Luc, la statue est disposée en hauteur, en surplomb du Rhône. Le Neptune protège les marins qui prennent la direction de la Méditerranée
et ceux qui remontent vers l'Europe du Nord. Le tableau de la rive droite du Rhône se précise. Luc imagine la statue à un endroit stratégique, à l'entrée d'un temple qui lui est dédié. Le dieu jette un regard bienveillant sur ceux qui s'apprêtent à passer sur la rive opposée. Le Rhône est en effet le fleuve le plus profond et le plus dangereux d'Europe. Les mariniers d'Arles proposent leurs petites embarcations pour la traversée des marchandises et des personnes. Un peu plus loin se trouvait un pont de bateaux. Les historiens en ont la preuve. 15 bateaux au moins, attachés ensemble, soutiennent une large passerelle. Ce pont ingénieux faisait la célébrité d'Arles dans tout l'Empire. C'est cette cité prospère que les barbares mettent à sac, à plusieurs reprises, à partir du IIIe siècle après Jésus-Christ. Et ce matin, les archéologues croient avoir trouvé de nouveaux vestiges de ces terribles destructions. La jambe gauche est en avant. Voilà, et l'autre elle est dans le sédiment. Là, la jambe elle est dans le sédiment. Christelle, chargée des images sous-marines sur la fouille, a filmé une nouvelle statue. En fait, je pense qu'il est en position en train de courir. Elle est encore au fond du Rhône. Alors les mains, là, on voit les mains là. Les mains, voilà. Et elles sont pas attachées, elles sont croisées derrière le dos. Ah mais voilà, celui qui a les mains tenues dans le dos et qui sont pas attachées, c'est Marsyas. Jean-Luc, le chef plongeur, part aussitôt la récupérer. La statue sera placée et sanglée dans ce berceau. Elle mesure 75 cm. Et la grande nouveauté, c'est qu'elle n'est pas en marbre, mais en bronze. Là, directement là-dessus. Ouais. Alors, verdict. Marsyas, pas Marsyas, guerrier captif, Il est super. un esclave. Magnifique. Il est Moi, magnifique, Luc. plutôt Marsyas parce qu'il est vraiment de qualité. Il est trop beau pour être un barbare. Marsyas c'est un silène, un faune, donc c'est un homme, enfin mi-homme, mi-animal, et qui avait défié Apollon dans le cadre d'un concours musical. Donc lui jouait de la flûte double ou de la flûte de Pan. On peut l'associer aussi à Pan. Et évidemment, le dieu Apollon et sa cithare a gagné le concours. Et du coup, la peine encourue par celui qui avait été vaincu, en l'occurrence Marsyas, était d'être écorché vif. Et si on ne se trompe pas, dans cette composition-là, on est au moment du jugement, où effectivement, il est maintenu par deux soldats qui vont l'attacher à un arbre et l'écorcher vif jusqu'à ce que mort s'en suive. C'est un chef-d'œuvre. Et une nouvelle énigme. Un bronze antique, c'est une découverte exceptionnelle, rarissime, car le bronze est un métal précieux dans l'Antiquité. Il est souvent fondu pour être réutilisé. Alors, comment cette statue de Marsyas s'est-elle retrouvée au fond du fleuve? Pourquoi n'a-t-elle pas été récupérée? En attendant d'en savoir plus, il faut immédiatement la protéger. Pour éviter la corrosion, les archéologues l'immergent dans de l'eau douce jusqu'à son départ pour les ateliers de restauration. La statue est maintenant à l'abri.
Mais ce n'est pas le seul bronze que l'équipe va découvrir. Un autre chef-d'œuvre apparaît au fond du Rhône. Un visage féminin, délicatement sculpté. C'est une victoire, la déesse symbole de la puissance des armées romaines. Un autre bronze qui, si on le regarde avec attention, présente à plusieurs endroits des nuances de couleur jaune. Luc pense à de l'or, c'est une affaire à suivre. La victoire et le Marsyas, deux éléments de plus pour la cité que Luc a dans son esprit. La victoire devait avoir sa paire. Deux hauts reliefs sont adossés à l'arc du Rhône, pas loin de la statue de César. Quant au guerrier captif, le Marsyas, Luc le situe en léger retrait par rapport au Rhône. Dans un jardin public pourrait se trouver une fontaine ornée de personnages de la mythologie grecque. Le symbole de la victoire des Romains sur les peuples barbares. Quelques semaines plus tard, au musée d'Arles, la statue en bronze de la victoire est en restauration. Tu vois comme c'est soulevé là, là, tout ça. Et les premières impressions de Luc se confirment. Frédéric, la restauratrice, fait une magnifique découverte. La victoire est couverte d'une pellicule d'or. À ses côtés, Pascal, chargé de la conservation des objets. C'est une zone qui est très altérée, donc... Jour après jour, elle découvre la statue en retirant la couche de corrosion, résultat des siècles passés dans le Rhône. C'est une micro-fouille, on est les archéologues de la statue. On fouille par stratigraphie aussi. On descend progressivement, on remonte le temps en fait, jusqu'à atteindre la surface à l'époque originelle. Dans quelles circonstances ce magnifique bronze doré a-t-il été jeté dans le Rhône? Pascal a peut-être la réponse à cette question. Tout ça là, c'est de l'or là en dessous. Tout ça? Oui. Oui. Là, il n'y en a plus, mais là, il y en a. La statue, pense-t-elle, a été arrachée au cours sans doute d'une des destructions du quartier. Tous les jours, on la regarde et tous les jours, il y a une lumière différente et tous les jours, on voit quelque chose qui est différent. On a deux perforations qui correspondent probablement à des rivetages, donc qui disent qu'elle était nécessairement adossée. C'est un haut relief, donc elle était adossée à quelque chose. Ensuite, on se rend compte, on a vu qu'il y avait deux fissures importantes, une ici, on en a une autre ici. Donc ça nous a éventuellement laissé supposer qu'effectivement, à un moment donné, il y avait eu un mouvement de levier extrêmement violent pour l'arracher, ou en tout cas pour la soulever, qui éventuellement avait pu produire cette rupture mécanique dans la matière ici. Oui, je pense que ces deux traces, ça semble volontaire. Il y a une pression mécanique très importante pour l'arracher de cette manière-là. T'es sûr que ça a été violent? Un indice supplémentaire dans l'enquête de Luc sur l'histoire de la rive droite du Rhône. Waouh, oui. Ça commence, hein? Vache. Ça commence à venir. En fait, même l'œil est doré. Là, on voit des petites parties d'or qui apparaissent sur les deux yeux. Elle change d'aspect, là, en effet. Je comprends qu'elle ait pu être convoitée, afin qu'on ait voulu l'arracher, la prélever pour la récupérer, surtout si les gens pensaient qu'elle pouvait être tout en or, en fait. Il faut dire aussi que le passé de la ville d'Arles est connu, il est riche. Hein. Toute cette richesse, elle apparaît, elle transparaît dans les édifices. Voilà. Pour moi, c'est pas du tout anormal. C'est un lieu stratégique, vraiment, entre l'embouchure, entre la Méditerranée précisément et la Gaule. C'est vraiment la porte. C'est par ici qu'on peut remonter vraiment en Gaule. Donc il y a une richesse et donc il y a un côté super très ostentatoire aussi qui doit demeurer parce que c'est un lieu aussi de passage.
La victoire, une fois restaurée, pourra témoigner de la richesse des édifices publics à l'époque romaine. On comprend mieux pourquoi, dans l'Antiquité, Arles était surnommée la petite Rome des Gaules. Retour sur le Rhône. Aujourd'hui, c'est le dernier jour des fouilles. Les plongeurs ramènent une nouvelle pièce en bronze. Ouais, magnifique. Un bras de statue en bronze, sorti de là. La main comme ça. Il tient rien apparemment, à moins que, faut voir. En tout cas, c'est une statue grandeur nature. Bon, ça prouve bien qu'il y a de la statuaire à tous les niveaux sur ce quartier et on est à plusieurs centaines de mètres de la zone de la première concentration. Donc il y a du travail pour les années à venir, je crois. Pour les archéologues, l'avenir de cette fouille s'annonce extraordinaire. La campagne de l'été 2007 s'achève. Luc va maintenant avoir le temps de se consacrer totalement à l'étude de la pièce maîtresse de cette fouille, une pièce que l'équipe a découverte il y a maintenant 2 mois. La statue est aujourd'hui en restauration dans les sous-sols du musée d'Arles. Un simple nettoyage. La pierre doit conserver les marques du temps, les traces des siècles passés dans le Rhône. Le personnage est célèbre dans le monde entier, son image reconnaissable entre toutes. Et pourtant, il reste un doute sur sa véritable identité. Jules César est-il vraiment Jules César? Luc en est persuadé. Il faut maintenant en avoir la preuve. Il existe une vingtaine de portraits attribués au dictateur, tous réalisés bien après sa mort. Seules 7 monnaies le représentent de son vivant, ainsi qu'un buste exposé au musée de Turin. Luc sollicite aujourd'hui l'avis de l'expert mondial de César, le professeur Flemming Johansen. Il est au Danemark. Vous avez des doutes encore? Non, mais c'est quand même d'attendre maintenant la confirmation. Et puis, de toute façon, en fait, oui, on a toujours des doutes. Il y a toujours un doute méthodique parce qu'il peut y avoir des gens qui disent on n'a pas tous les portraits romains, tous les personnages importants, et donc il y en a qui se ressemblent un peu. Et il y a eu des chauves à toutes les époques. Enfin bref, quoi, je veux dire, il y en a peut-être un que j'ai pas vu, quoi. Il y a un général que j'ai pas vu, qui existe et qui lui ressemble. Et... Bon, enfin, cela dit, un portrait de César à Arles, dans le Rhône, celui-là, il est beau, il est pas mal. Envoyé. Allez, c'est parti. 3 semaines plus tard, Luc va chercher le professeur à son hôtel. Il est évidemment très nerveux, car aujourd'hui, il joue gros. Professeur Johansen, comment allez-vous? Très bien. C'est un plaisir de vous voir. Vous êtes arrivé hier soir? Hier soir. Pas de problème, pas trop fatigué par la route? Beaucoup de soleil. Bon. Entre-temps, le professeur a vu les photos du buste de César, mais il n'a pas encore rendu son avis. Claude, bonjour. Salut, Luc. Ça va? Ça va bien, Luc? Ouais. Bon, En forme. le professeur Flemming Johansen. Bonjour, bonjour. Je suis vraiment très heureux de Claude vous accueillir Sentès, ici. voilà. C'est un grand plaisir, un grand honneur pour nous. Pour moi aussi. Non, Et son épouse qui est là, qui est archéologue aussi, bien sûr. Moi, je suis vraiment enchanté. Le grand moment est arrivé. Luc et le professeur pénètrent dans les réserves du musée. Alors, vous êtes prêts? Le voilà.
je pense qu'il faut le voir au profil exactement. Par exemple. Un moment de suspense. Le professeur Johansen observe le buste de César sous tous les angles. Il vérifie, s'attache à tous les détails. Et la mèche ici est plus longue que sur tout ce que l'homme. Non. Et finalement, il livre son verdict. C'est vraiment la première portrait de César trouvé jusqu'à maintenant. C'est une grande trouvaille. C'est une grande extraordinaire. Il faut être très très fier et aussi heureux d'avoir trouvé une chose, une portrait comme ça dans votre vie, dans ce siècle aussi. D'avoir une vraie, pas une falsification, une faux, une portrait de César de 100 ans. C'est extraordinaire. Cette visite et la confirmation par le professeur de l'identité de la statue ne sont qu'un premier pas. Faut que je la prenne comme ça. Si je la prends comme ça, allez, on y va. Étape suivante, toujours dans les sous-sols du musée. Un micro-prélèvement de marbre sur le buste du dictateur. Objectif, déterminer la provenance de la pierre, donc de la sculpture. Celle-là, elle est belle. Celle-là, elle est bien. Ah, ça y est. Celle-là, c'est pas mal. Hein. Ok. Ça, c'est bon. Hein. Voilà. L'échantillon prend ensuite le chemin de Paris. Université, Pierre et Marie Curie, laboratoire de géologie. Les cristaux de marbre sont étudiés de très près. Leur morphologie est comparée à celle de tous les marbres de toutes les carrières connues jusqu'à présent. Même démarche pour la composition chimique de la pierre. Réduite en poudre, elle est analysée et fait l'objet des mêmes comparaisons. L'enjeu est de taille. Si la carrière dont est issue la pierre était en fonction du temps de César, cela confirmerait que son portrait a pu être réalisé de son vivant. Quelques semaines plus tard, retour au musée d'Arles. Un dernier examen visuel va permettre de trancher entre un marbre de Turquie ou un marbre des Pyrénées. Je pense qu'on doit abandonner l'hypothèse des Pyrénées pour retourner vers l'autre hypothèse. Alors, c'est laquelle alors? L'autre hypothèse, c'est la Phrygie, l'Anatolie, donc la Turquie. D'accord. La Turquie actuelle, qui était la Grèce. Bien sûr, eh oui. Très bonne nouvelle pour Luc. Trop fort, trop bon. Excellent. Que pour un personnage aussi rare que le dictateur, on ait fait appel à un artiste d'une grande maîtrise avec le marbre le plus rare qui vient du fin fond de la Grèce, de la Phrygie, qui est romaine d'ailleurs à cette époque. Ça colle parfaitement quoi, avec et le personnage et avec l'histoire. Bravo et merci. On connaît maintenant la carrière, l'époque. On passe à l'étape suivante. Pour prouver au monde entier qu'il s'agit bien de César, scan de la sculpture. Ça marche. Cela procure à Luc des informations très précises sur les traits du visage et sur la forme du crâne. Si je regarde le portrait, je ne verrai pas bien la chevelure, ça se distingue mal sur le marbre. Et là, tout est fait avec une infinité de petits détails qui rendent tout lisible à la fois. À ce sujet, César a des caractéristiques qui n'appartiennent qu'à lui. Un peu trop penché à mon sens, mais fais-le venir un peu vers moi. Mais non, là c'est trop. Fais-le tourner dans l'autre sens. Et là, en fait, voilà, on peut faire comme la partie gauche du crâne. Là, ça se voit à l'œil nu, quoi. Je veux dire, la symétrie ici entre cette partie-là qui est plus enflée que celle-ci, qui est plus proéminente en fait. Donc en fait, le visage ici est déformé et c'est visible à l'œil nu. Il faut qu'on arrive à le mesurer maintenant.
Et ça correspond tout à fait au portrait de Tusculum, donc cette malformation du crâne de César, qui est sans doute dû à un traumatisme à la naissance et qui est la marque de fabrique de César. Grâce au scanner, Luc va obtenir avec cette imprimante une copie conforme du buste original, lequel, par sa valeur, ne peut pas être déplacé. Une réplique en résine de la statue. Les moindres détails sont rendus avec la plus grande précision. Avec cette réplique, Luc va pouvoir traverser les Alpes. En Italie, il va procéder à l'ultime comparaison. Ce matin, il a rendez-vous au musée antique de Turin où se trouve la statue de César qui fait aujourd'hui référence. Le buste de Tusculum. Buongiorno. La dottoressa Gabriele Panto? Ah, sono il dottor Long. Je suis très content de vous rencontrer. Nous allons voir le portrait de César. Je suis venu pour ça, oui, c'est ça, c'est super. Ah oui. Et voilà, César. Voilà. Ah oui. Il est très beau. Découvert au XIXe siècle, il est considéré comme le plus ancien portrait du dictateur, du moins jusqu'à présent. Ah oui, ce qui est incroyable ici, c'est la partie, comme disaient les spécialistes, la kinocéphalie ici. Alors que nous, on voit moins parce que visiblement, il y a plus de cheveux encore. Hein. Je peux le poser là? Oui, bien sûr. Des différences évidentes, mais aussi des points communs. À l'époque romaine, l'art du portrait répond à des caractéristiques très précises pour chaque grand personnage. Luc connaît par cœur les codes utilisés par les sculpteurs pour représenter Jules César. Et il les retrouve à l'identique sur ces deux portraits. On retrouve quand même les traits caractéristiques sur le cou. Ensuite, c'est la pomme d'Adam qui est marquée ici. Le menton est fort, il est volontaire. Les traits sur le front est large aussi. Et sur ce front large, on a une bague ici, à la base du nez, que l'on retrouve sur les deux portraits. Et puis ici, l'éclairage le montre mal, mais on a les deux rides du lion qui sont marquées ici et là. Et la mèche qui vient sur le front, elle est ici. Elle vient cacher la calvitie. Et on a aussi... en fait, les auteurs anciens disaient que César ramenait ses cheveux sur l'avant pour masquer la calvitie sur le front. Et il avait reçu l'autorisation du Sénat de garder une couronne de laurier pour justement masquer cette calvitie qui faisait l'objet de plaisanteries chez ses détracteurs. Et donc c'était pour lui une des mesures qu'il appréciait le plus du Sénat. Luc et Gabriella, la conservatrice du musée, sont maintenant rejoints par deux experts en scanner. Bonjour. Robert Keogh. Après l'identification visuelle, l'analyse numérique. Le César du musée de Turin est scanné à son tour, pour une dernière comparaison. Ah, ça commence à prendre forme. Ouais, bah ça va vite. Hein. Oh yes. Est-ce qu'on peut les faire baisser la tête vers le bas, comme si on regardait vers le bas, comme si on regardait leurs chaussures? Vu du dessus. Donc c'est la forme du crâne est la même. Can you turn left a little bit, or right? Ou de profil. La forme des lèvres et du menton, là. Là, ça se superpose parfaitement. Les deux profils sont très semblables. Donc c'est ça qui, à mon avis, pour moi, est l'élément le plus important. Et qu'ensuite, pour les vues de face, joue la différence, la main de l'artiste qui n'est pas la même, la période qui n'est pas la même, et l'homme qui n'a pas le même âge. Et tout ça peut expliquer aussi qu'on n'ait pas exactement le même portrait, sinon, évidemment, ça serait simple. Mais il y a des différences, et on a, avec le portrait du Rhône, une image de César qui est différente, qui est nouvelle, un César plus jeune, donc un César, une sculpture plus ancienne. C'est en tout cas mon point de vue, c'est en tout cas mon avis. Un buste de Jules César réalisé de son vivant. C'est une découverte historique. Retour en Arles. Aujourd'hui, Luc doit présenter ses découvertes au public pour la première fois.
Ecco l'uomo. Au musée d'Arles, tout le monde se presse pour voir le portrait du dictateur. Juste 30 secondes là. Juste 30 secondes pour être un petit peu plus qu'on est un peu loin du buste. D'abord, je l'ai reconnu comme ça, je dirais, comme une image subliminale, quoi. Quelque chose qui faisait partie de ma culture. C'est en ce sens que c'est une découverte extraordinaire. Oui, c'est une nouvelle image de César, un visage inédit de ce dictateur. Et de la retrouver ici, à Arles, ça a quelque chose à la fois d'émouvant et de logique. Pour Luc, c'est la fin d'une longue et passionnante enquête sur un personnage hors du commun. Est-ce que c'est possible de vous reculer encore? Excusez-moi. Est-ce que vous pouvez vous reculer un tout petit peu? Vous reculez un tout petit peu vers le panneau noir. Voilà. Un mois de fouilles, plus de 200 objets découverts, dont 45 statues, la plus belle moisson qu'un archéologue puisse espérer. Les pièces découvertes par Luc compteront désormais parmi les chefs-d'œuvre des plus grands musées internationaux. Ils deviendront des symboles de la ville d'Arles, au même titre que ses plus célèbres monuments antiques. C'est un lieu stratégique, vraiment, entre l'embouchure, entre la Méditerranée précisément et la Gaule. C'est vraiment la porte. C'est par ici qu'on peut remonter vraiment en Gaule, donc il y a une richesse. Et, donc il y a un côté super très ostentatoire aussi qui doit demeurer, parce que c'est un lieu aussi de passage. La victoire, une fois restaurée, pourra témoigner de la richesse des édifices publics à l'époque romaine. On comprend mieux pourquoi, dans l'Antiquité, Arles était surnommée la petite Rome des Gaules. Retour sur le Rhône. Aujourd'hui, c'est le dernier jour des fouilles. Les plongeurs ramènent une nouvelle pièce en bronze. Ouais, magnifique. Un bras de statue en bronze, sorti de là. La main comme ça. Il tient rien apparemment, à moins que, faut voir. En tout cas, c'est une statue grandeur nature. Bon, ça prouve bien qu'il y a de la statuaire à tous les niveaux sur ce quartier et on est à plusieurs centaines de mètres de la zone de la première concentration. Donc il y a du travail pour les années à venir, je crois. Pour les archéologues, l'avenir de cette fouille s'annonce extraordinaire. La campagne de l'été 2007 s'achève. Luc va maintenant avoir le temps de se consacrer totalement à l'étude de la pièce maîtresse de cette fouille, une pièce que l'équipe a découverte il y a maintenant 2 mois. La statue est aujourd'hui en restauration dans les sous-sols du musée d'Arles. Un simple nettoyage. La pierre doit conserver les marques du temps, les traces des siècles passés dans le Rhône. Le personnage est célèbre dans le monde entier, son image reconnaissable entre toutes. Et pourtant, il reste un doute sur sa véritable identité. Jules César est-il vraiment Jules César? Luc en est persuadé. Il faut maintenant en avoir la preuve. Il existe une vingtaine de portraits attribués au dictateur, tous réalisés bien après sa mort.
Seules 7 monnaies le représentent de son vivant, ainsi qu'un but cette question. Tout ça, là, c'est de l'or, là, en dessous. Tout ça? Oui. Oui, oui. Là, il n'y en a plus, mais là, il y en a. La statue, pense-t-elle, a été arrachée au cours sans doute d'une des destructions du quartier. Tous les jours, on la regarde et tous les jours, il y a une lumière différente et tous les jours, on voit quelque chose qui est différent. On a 2 perforations qui correspondent probablement à des rivetages, donc qui disent qu'elle était nécessairement adossée. C'est un haut-relief, donc elle était adossée à quelque chose. Ensuite, on se rend compte, on a vu qu'il y avait 2 fissures importantes, une ici, on en a une autre ici. Donc ça nous a éventuellement laissé supposer qu'effectivement, à un moment donné, il y avait eu un mouvement de levier extrêmement violent pour l'arracher, ou en tout cas pour la soulever, qui éventuellement avait pu produire cette rupture mécanique dans la matière ici. Oui, je pense que ces 2 traces, ça semble volontaire. Il y a une pression mécanique très importante pour l'arracher de cette manière-là. T'es sûr que ça a été violent? Un indice supplémentaire dans l'enquête de Luc sur l'histoire de la rive droite du Rhône. Waouh, oui. Ça commence, la vache. Ça commence à venir. En fait, même l'œil est doré. Là, on voit des petites parties d'or qui apparaissent sur les 2 yeux. Elle change d'aspect, là, en effet. Je comprends qu'elle ait pu être convoitée, afin qu'on ait voulu l'arracher, la prélever pour la récupérer, surtout si les gens pensaient qu'elle pouvait être tout en or, en fait. Il faut dire aussi que le passé de la ville d'Arles est connu, il est riche. Hein. Toute cette richesse, elle apparaît, elle transparaît dans les édifices. Voilà. Pour moi, c'est pas du tout anormal. C'est un lieu stratégique, vraiment, entre l'embouchure, entre la Méditerranée précisément et la Gaule. C'est vraiment la porte. C'est par ici qu'on peut remonter vraiment en Gaule. Donc il y a une richesse et donc il y a un côté super très ostentatoire aussi qui doit demeurer parce que c'est un lieu aussi de passage. La victoire, une fois restaurée, pourra témoigner de la richesse des édifices publics à l'époque romaine. On comprend mieux pourquoi, dans l'Antiquité, Arles était surnommée la petite Rome des Gaules. Retour sur le Rhône. Aujourd'hui, c'est le dernier jour des fouilles. Les plongeurs ramènent une nouvelle pièce en bronze. Ouais, magnifique. Un bras de statue en bronze, sorti de là. La main comme ça. Il tient rien apparemment, à moins que, faut voir. En tout cas, c'est une statue grandeur nature. Bon. Attachés ensemble, soutiennent une large passerelle. Ce pont ingénieux faisait la célébrité d'Arles dans tout l'Empire. C'est cette cité prospère que les barbares mettent à sac, à plusieurs reprises, à partir du IIIe siècle après Jésus-Christ. Et ce matin, les archéologues croient avoir trouvé de nouveaux vestiges de ces terribles destructions. La jambe gauche est en avant. Voilà, et l'autre, elle est dans le sédiment. Là, la jambe, elle est dans le sédiment. Christelle, chargée des images sous-marines sur la fouille, a filmé une nouvelle statue. En fait, je pense qu'il est en position en train de courir. Elle est encore au fond du Rhône. Alors les mains, là, on voit les mains là. Les mains, voilà. Et elles sont pas attachées, elles sont croisées derrière le dos. Ah mais voilà, celui qui a les mains tenues dans le dos et qui sont pas attachées, c'est Marsyas. Jean-Luc, le chef plongeur, part aussitôt la récupérer. La statue sera placée et sanglée dans ce berceau. Elle mesure 75 cm. Et la grande nouveauté, c'est qu'elle n'est pas en marbre, mais en bronze.
directement là-dessus. Ouais. Alors, verdict. Marsyas, pas Marsyas, guerrier captif, un esclave. Magnifique. Il est magnifique, Luc. Plutôt Marsyas parce qu'il est vraiment de qualité. Il est trop beau pour être un barbare. Marsyas, c'est un silène, un faune, donc c'est un homme, mi-homme, mi-animal, et qui avait défié Apollon dans le cadre d'un concours musical. Donc lui jouait de la flûte double ou de la flûte de Pan. On peut l'associer aussi à Pan. Et évidemment, le dieu Apollon et sa cithare a gagné le concours. Et du coup, la peine encourue... Là, construit par les grandes familles de la cité, des commerçants, des armateurs, des magistrats. Comme à Glanum, des mausolées pour les défunts les plus riches et pour les personnages importants. La jeune fille dont le buste a été découvert dans le Rhône prenait sans doute place dans une chapelle, un édicule dans le vocabulaire de l'époque. À présent, voici l'arc du Rhône, à la gauche duquel Luc imagine la statue de César, le fondateur de la ville d'Arles. L'arc du Rhône fait face au fleuve. Dans l'esprit de Luc, les Arlésiens traversent le Rhône à 7 endroits. Ce matin, Luc poursuit son enquête au musée d'Arles, qui se trouve au bord du fleuve, face à la zone de fouille. Il doit retrouver la statue de Neptune. Benoît Coignard, restaurateur d'art, fait une première tentative d'assemblage. Sous le regard de Claude Sintès, le directeur du musée. Descends encore un tout petit peu. Hop, stop, 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 là on va être en appui. Cela va permettre à Luc de se faire une idée plus précise de la place et la fonction de la statue. Je découvre sa, on va dire, majesté verticale maintenant, parce que je l'avais vu couché en morceaux. Là, il regarde le Rhône. Il regarde les bateaux qui passent. En fait, il regarde le monde qu'il gouverne, quoi. C'est ça, quoi. Je veux dire, quand on voit son regard, quand on voit où il était placé, forcément, ce qu'il regarde, c'est le fleuve. Et peut-être il regarde les bacs qu'il protège. Après, moi, je le sens comme ça. On a vraiment l'impression qu'il y a le lien entre la statue et le fleuve. Parce que ce regard-là, c'est vrai qu'il est au-dessus des hommes, en tout cas, qui sont à ses pieds. Il regarde vraiment le fleuve. Il regarde très loin. Il regarde même les bateaux qui passent, il regarde les... Dans l'esprit de Luc, la statue est disposée en hauteur, en surplomb du Rhône. Le Neptune protège les marins qui prennent la direction de la Méditerranée et ceux qui remontent vers l'Europe du Nord. Le tableau de la rive droite du Rhône se précise. Luc imagine la statue à un endroit stratégique, à l'entrée d'un temple qui lui est dédié. Tôt, les historiens en ont la preuve. 15 bateaux au moins, attachés ensemble, soutiennent une large passerelle. Ce pont ingénieux faisait la célébrité d'Arles dans tout l'Empire. C'est cette cité prospère que les barbares mettent à sac, à plusieurs reprises, à partir du IIIe siècle après Jésus-Christ. Et ce matin, les archéologues croient avoir trouvé de nouveaux vestiges de ces terribles destructions. La jambe gauche est en avant. Voilà, et l'autre, elle est dans le sédiment. La jambe, elle est dans le sédiment. Christelle, chargée des images sous-marines sur la fouille, a filmé une nouvelle statue. En fait, je pense qu'il est en position en train de courir. Elle est encore au fond du Rhône. Alors les mains, là, on voit les mains là. Les mains, voilà. Et
elles sont pas attachées, elles sont croisées derrière le dos. Ah mais voilà, celui qui a les mains tenues dans le dos et qui ne sont pas attachées, c'est Marsyas. Jean-Luc, le chef plongeur, part aussitôt la récupérer. La statue sera placée et sanglée dans ce berceau. Elle mesure 75 cm. Et la grande nouveauté, c'est qu'elle n'est pas en marbre, mais en bronze. Là, directement là-dessus. Ouais. Alors, verdict. Marsyas, pas Marsyas, guerrier captif, un esclave. Magnifique. Il est magnifique, Luc. Plutôt Marsyas parce qu'il est vraiment de qualité. Il est trop beau pour être un barbare. Marsyas c'est un silène, un faune, donc c'est un homme, mi-homme, mi-animal, et qui avait défié Apollon dans le cadre d'un concours musical. Donc lui jouait de la flûte double ou de la flûte de Pan. On peut l'associer aussi à Pan. Et évidemment, le dieu Apollon et sa... Mieux comprendre les découvertes du Rhône. À partir de ces éléments, Luc va maintenant laisser libre cours à son imagination. À quoi ressemblait la cité au 1er siècle après Jésus-Christ ? Retour en Arles pour une première esquisse du quartier disparu sur la rive droite du Rhône. J'essaie de remettre dans le même plan à peu près tout ce qu'on a trouvé. Ce ne sont pas forcément des choses qui vont toujours ensemble, c'est le problème. Moi, j'imaginerais bien cet arc du Rhône devant un débarcadère d'un grand bac qui faisait la jonction entre la rive droite et la ville pour justement permettre à des grands navires de traverser avec leurs passagers. Enfin, c'est une hypothèse, mais... À partir des dessins de Luc, on peut imaginer ce qui se trouvait ici même il y a 2000 ans. Le port antique d'Arles et ses hangars à bateaux, des entrepôts où les esclaves chargent et déchargent des milliers d'amphores venus de tout l'Empire romain. Un peu plus au nord, des temples et des villas construits par les grandes familles de la cité, des commerçants, des armateurs, des magistrats. Comme à Glanum, des mausolées pour les défunts les plus riches et pour les personnages importants. La jeune fille dont le buste a été découvert dans le Rhône prenait sans doute place dans une chapelle, un édicule dans le vocabulaire de l'époque. À présent, voici l'arc du Rhône, à la gauche duquel Luc imagine la statue de César, le fondateur de la ville d'Arles. L'arc du Rhône fait face au fleuve. Dans l'esprit de Luc, les Arlésiens traversent le Rhône à cet endroit. Ce matin, Luc poursuit son enquête au musée d'Arles, qui se trouve au bord du fleuve, face à la zone de fouille. Il doit retrouver la statue de Neptune. Benoît Coignard, restaurateur d'art, fait une première tentative d'assemblage. Sous le regard de Claude Sintès, le directeur du musée. Au-dessus des hommes, en tout cas, qui sont à ses pieds. Ils regardent vraiment le fleuve. Ils regardent très loin. Ils regardent même les bateaux qui passent, ils regardent les...
Dans l'esprit de Luc, la statue est disposée en hauteur, en surplomb du Rhône. Le Neptune protège les marins qui prennent la direction de la Méditerranée et ceux qui remontent vers l'Europe du Nord. Le tableau de la rive droite du Rhône se précise. Luc imagine la statue à un endroit stratégique, à l'entrée d'un temple qui lui est dédié. Le dieu jette un regard bienveillant sur ceux qui s'apprêtent à passer sur la rive opposée. Le Rhône est en effet le fleuve le plus profond et le plus dangereux d'Europe. Les mariniers d'Arles proposent leurs petites embarcations pour la traversée des marchandises et des personnes. Un peu plus loin se trouvait un pont de bateaux. Les historiens en ont la preuve. 15 bateaux au moins, attachés ensemble, soutiennent une large passerelle. Ce pont ingénieux faisait la célébrité d'Arles dans tout l'Empire. C'est cette cité prospère que les barbares mettent à sac, à plusieurs reprises, à partir du IIIe siècle après Jésus-Christ. Et ce matin, les archéologues croient avoir trouvé de nouveaux vestiges de ces terribles destructions. La jambe gauche est en avant. Voilà, et l'autre elle est dans le sédiment. Là, la jambe elle est dans le sédiment. Christelle, chargée des images sous-marines sur la fouille, a filmé une nouvelle statue. En fait, je pense qu'il est en position en train de courir. Elle est encore au fond du Rhône. Alors les mains, là, on voit les mains là. Les mains, voilà. Et ouais, elles sont pas attachées, elles sont croisées derrière le dos. Ah mais voilà, celui qui a les mains tenues dans le dos et qui sont pas attachées, c'est Marsyas. Jean-Luc, le chef plongeur, part aussitôt la récupérer. La statue sera placée et sanglée dans ce berceau. Ça y est, celle-là c'est pas mal. Hein. Ok, ça c'est bon. Hein. Voilà. L'échantillon prend ensuite le chemin de Paris. Université, Pierre et Marie Curie, laboratoire de géologie. Les cristaux de marbre sont étudiés de très près. Leur morphologie est comparée à celle de tous les marbres de toutes les carrières connues jusqu'à présent. Même démarche pour la composition chimique de la pierre. Réduite en poudre, elle est analysée et fait l'objet des mêmes comparaisons. L'enjeu est de taille. Si la carrière dont est issue la pierre était en fonction du temps de César, cela confirmerait que son portrait a pu être réalisé de son vivant. Quelques semaines plus tard, retour au musée d'Arles. Un dernier examen visuel va permettre de trancher entre un marbre de Turquie ou un marbre des Pyrénées. Je pense qu'on doit abandonner l'hypothèse des Pyrénées pour retourner vers l'autre hypothèse. Alors, c'est laquelle alors? L'autre hypothèse, c'est la Phrygie, l'Anatolie, donc la Turquie. D'accord. La Turquie actuelle, qui était la Grèce. Bien sûr, eh oui. Très bonne nouvelle pour Luc. Trop fort, trop bon. Excellent. Que pour un personnage aussi rare que le dictateur, on ait fait appel à un artiste d'une grande maîtrise avec le marbre le plus rare qui vient du fin fond de la Grèce, de la Phrygie, qui est romaine d'ailleurs à cette époque. Ça colle parfaitement quoi, avec et le personnage et avec l'histoire. Bravo et merci. On connaît maintenant la carrière, l'époque. On passe à l'étape suivante.
Pour prouver au monde entier qu'il s'agit bien de César, scan de la sculpture. Ça marche. Cela procure à Luc des informations très précises sur les traits du visage et sur la forme du crâne. Si je regarde le portrait, je ne verrai pas bien la chevelure, ça se distingue mal sur le marbre. Et là, tout est fait avec une infinité de petits détails qui rendent tout lisible à la fois. À ce sujet, César a des caractéristiques qui n'appartiennent qu'à lui. Un peu trop penché là, à mon sens, mais fais-le venir un peu vers moi. Mais non, là c'est trop. Fais-le tourner dans l'autre sens. Et là, en fait, voilà, on peut faire comme la partie gauche du crâne. Là, ça se voit à l'œil nu. Lui a été remonté et mis en sécurité sur ce bateau qui sert de base à la mission. Mignon, je peux te la passer là? Tu la prends délicatement, tu vas la caser. Après, tu la cales. Sur la berge? Non, pour l'instant, mais là sur l'arrière, là. L'équipe comprend une vingtaine de plongeurs archéologues. Chacun d'entre eux passe près de 6 heures dans le Rhône tous les jours. Tous les objets découverts sont stockés ici, dans le plus grand secret, à l'arrière du bateau. Une semaine après le début des fouilles, la cabine du fond est déjà pleine de trésors. Des marbres antiques, entiers ou en fragments. Et surtout, le portrait de Jules César. Pour Luc, une pièce d'une valeur historique inestimable. Ce qui est intéressant, c'est que loin des représentations divinisées de César, on a affaire ici à un portrait très expressif d'un homme âgé. Et il y a toutes les chances que ce portrait ait été fait de son vivant. Peut-être d'ailleurs au moment où il a fondé, tout simplement, où il a créé cette ville d'Arles et qu'il en a fait une ville romaine. En 46 avant Jésus-Christ, Jules César fonde la colonie romaine d'Arles. La ville se dote alors d'un forum, d'arènes, de remparts. Arles est aujourd'hui la ville de France la plus riche en matière d'antiquité romaine. L'ensemble est classé au patrimoine mondial. Retour sur le bateau des archéologues. Les heures qui viennent vont être cruciales. Cette tête-là, en marbre aussi, c'est visiblement un dieu barbu, moustachu. Il s'agit soit de Jupiter, soit de Neptune. Et les éléments de fracture ici, relativement frais, laissent penser, par rapport aux autres éléments de sculpture qu'on a retrouvés, qu'il y a peut-être la suite de cet élément dans l'eau. C'est ce qu'on est en tout cas en train de rechercher. Quelques heures plus tôt, l'équipe a repéré un corps en marbre. Christelle, qui s'occupe des images sous-marines au sein de la mission, va tout d'abord le filmer et le photographier. Il se trouve à une vingtaine de mètres de la rive, au milieu de toutes sortes de déchets jetés dans le fleuve. Le corps mesure 1,20 m. Il est en marbre blanc. La forme des cassures. Alors que nous, on voit moins parce que visiblement, il y a plus de cheveux encore. Hein. Je peux le poser là? Oui, bien sûr. Des différences évidentes, mais aussi des points communs. À l'époque romaine, l'art du portrait répond à des caractéristiques très précises pour chaque grand personnage. Luc connaît par cœur les codes utilisés par les sculpteurs pour représenter Jules César. Et il les retrouve à l'identique sur ces deux portraits. On retrouve quand même les traits caractéristiques sur le cou. Ensuite, c'est la pomme d'Adam qui est marquée ici. Le menton est fort, il est volontaire. Les traits sur le front est large aussi. Et sur ce front large, on a une bague ici, à la base du nez, que l'on retrouve sur les deux portraits. Et puis ici, l'éclairage le montre mal, mais on a les deux rides du lion qui sont marquées ici et là. Et la mèche qui vient sur le front, elle est ici.
Elle vient cacher la calvitie. Et on a aussi... en fait, les auteurs anciens disaient que César ramenait ses cheveux sur l'avant pour masquer la calvitie sur le front. Et il avait reçu l'autorisation du Sénat de garder une couronne de laurier pour justement masquer cette calvitie qui faisait l'objet de plaisanteries chez ses détracteurs. Et donc c'était pour lui une des mesures qu'il appréciait le plus du Sénat. Luc et Gabriella, la conservatrice du musée, sont maintenant rejoints par 2 experts en scanner. Bonjour. Aubert Keog. Après l'identification visuelle, l'analyse numérique. Le César du musée de Turin est scanné à son tour, pour une dernière comparaison. Ah, ça commence à prendre forme. Ouais, bah ça va vite. Hein. Ah, ouais. Oh yes. Est-ce qu'on peut les faire baisser la tête vers le bas, comme si on regardait vers le bas, comme si on regardait leurs chaussures? Vu du dessus. Donc c'est la forme du crâne est la même. Can you turn left a little bit, all right? Ou de profil. La forme des lèvres et du menton, là. Là, ça se superpose parfaitement. Les 2 profils sont très semblables. Donc c'est ça qui, à mon avis, pour moi, est l'élément le plus important. Et qu'ensuite, pour les vues de face, joue la différence, la main de l'artiste qui n'est pas la même, la période qui n'est pas la même, et l'homme qui n'a pas le même âge. Et tout ça peut expliquer aussi qu'on n'ait pas exactement le même portrait, sinon, évidemment, ça serait simple. Mais il y a des différences, et on a, avec le portrait du Rhône, une image de César qui est différente, qui est nouvelle, un César plus jeune, donc un César... Et ce matin, les archéologues croient avoir trouvé de nouveaux vestiges de ces terribles destructions. La jambe gauche est en avant. Voilà, et l'autre, elle est dans le sédiment. La jambe, elle est dans le sédiment. Christelle, chargée des images sous-marines sur la fouille, a filmé une nouvelle statue. En fait, je pense qu'il est en position en train de courir. Elle est encore au fond du Rhône. Alors les mains, là, on voit les mains, là. Les mains, voilà. Et elles sont pas attachées, elles sont croisées derrière le dos. Ah mais voilà, celui qui a les mains tenues dans le dos et qui sont pas attachées, c'est Marsyas. Jean-Luc, le chef plongeur, part aussitôt la récupérer. La statue sera placée et sanglée dans ce berceau. Elle mesure 75 cm. Et la grande nouveauté, c'est qu'elle n'est pas en marbre, mais en bronze. Directement là-dessus. Ouais. Alors, verdict. Marsyas, pas Marsyas, guerrier captif, un esclave. Magnifique. Il est magnifique, Luc. Plutôt Marsyas parce qu'il est vraiment de qualité. Il est trop beau pour être un barbare. Marsyas, c'est un silène, un faune. Donc c'est un homme, mi-homme, mi-animal, et qui avait défié Apollon dans le cadre d'un concours musical. Donc lui jouait de la flûte double ou de la flûte de Pan. On peut l'associer aussi à Pan. Et évidemment, le dieu Apollon et sa cithare a gagné le concours. Et du coup, la peine encourue par celui qui avait été vaincu, en l'occurrence Marsyas, était d'être écorché vif. Et si on ne se trompe pas, dans cette composition-là, on est au moment du jugement, où effectivement, il est maintenu par 2 soldats qui vont l'attacher à un arbre et l'écorcher vif jusqu'à ce que mort s'en suive. C'est un chef-d'œuvre et une nouvelle énigme. Un bronze antique, tel de tous les marbres de toutes les carrières connues jusqu'à présent.
même démarche pour la composition chimique de la pierre. Réduite en poudre, elle est analysée et fait l'objet des mêmes comparaisons. L'enjeu est de taille. Si la carrière dont est issue la pierre était en fonction du temps de César, cela confirmerait que son portrait a pu être réalisé de son vivant. Quelques semaines plus tard, retour au musée d'Arles. Un dernier examen visuel va permettre de trancher entre un marbre de Turquie ou un marbre des Pyrénées. Je pense qu'on doit abandonner l'hypothèse des Pyrénées pour retourner vers l'autre hypothèse. Alors, c'est laquelle alors? L'autre hypothèse, c'est la Phrygie, l'Anatolie, donc la Turquie. D'accord. La Turquie actuelle qui était la Grèce. Bien sûr, eh oui. Très bonne nouvelle pour Luc. Trop fort, trop bon. Excellent. Que pour un personnage aussi rare que le dictateur, on ait fait appel à un artiste d'une grande maîtrise avec le marbre le plus rare qui vient du fin fond de la Grèce, de la Phrygie, qui est romaine d'ailleurs à cette époque. C'est le... ça colle parfaitement quoi, avec et le personnage et avec l'histoire. Bravo et merci. On connaît maintenant la carrière, l'époque. On passe à l'étape suivante. Pour prouver au monde entier qu'il s'agit bien de César, scan de la sculpture. Ça marche. Cela procure à Luc des informations très précises sur les traits du visage et sur la forme du crâne. Si je regarde le portrait, je ne verrai pas bien la chevelure, ça se distingue mal sur le marbre. Et là, tout est fait avec une infinité de petits détails qui rendent tout lisible à la fois. À ce sujet, César a des caractéristiques qui n'appartiennent qu'à lui. Un peu trop penché à mon sens, mais fais-le venir un peu vers moi. Mais non, là c'est trop. Fais-le tourner dans l'autre sens. Et là, en fait, voilà, on peut faire comme la partie gauche du crâne. Là, ça se voit à l'œil nu, quoi. Je veux dire, la symétrie ici entre cette partie-là qui est plus enflée que celle-ci, qui est plus proéminente en fait. Donc en fait, le visage ici est déformé et c'est visible à l'œil nu. Il faut qu'on arrive à le mesurer maintenant. Et ça correspond tout à fait au portrait de Tusculum, donc cette malformation du crâne de César, qui est sans doute due à un traumatisme à la naissance et qui est la marque de fabrique de César.